Ok, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo sur la correction d'un oral XENS qui a été posé il y a de ça quelques années au concours PC et MP, du coup, qui porte sur l'étoile d'une étude qui porte sur l'étude d'une étoile à neutrons. En fait, on va considérer une étoile à neutrons sphérique qui vérifie localement une équation d'état assez pathologique, où en fait la pression variait donc avec la masse volumique au carré. Ou CAS, donc c'est une constante universelle qui en pratique dépend en fait de la masse de l'étoile, etc. Mais bon, peu importe. En gros, l'important ici, c'est qu'en fait, on a la pression qui est proportionnelle à un truc qui n'est pas simplement la masse volumique, mais plutôt la masse volumique au carré. Donc c'est en ça que ça diffère de l'équation d'état des gaz parfaits habituelle. Au passage, l'hypothèse sur le fait que l'étoile à neutrons est sphérique, ça revient simplement en fait à dire qu'elle n'est pas déformée par sa propre rotation. Donc c'est une hypothèse simplificatrice qui paraît pas complètement délirante et qui va pour le coup beaucoup nous simplifier la tâche parce que une symétrie sphérique, ça aide beaucoup, comme on va le voir. Ok, donc on va commencer par la première question, donc, qui est comparer l'équation d'état vérifiée par l'étoile à neutrons à l'équation d'état des gaz parfaits, et d'en déduire si cette étoile est plus ou moins facile à comprimer que si elle était composée d'un simple gaz parfait. Alors, pour la comparaison, en fait, on l'a dit, hein, c'est qu'ici, la relation qui lie les deux, donc pression et masse volumique, est quadratique, au lieu d'être linéaire. Et donc ça a changé beaucoup de choses. En fait, ça veut dire que fait, la pression va scale de manière beaucoup plus vénère, en fait, avec la masse volumique. Et on va voir, en fait, justement, si ça permet de dire si elle est plus facile ou pas à comprimer. Évidemment, ça va permettre de le dire, pardon, c'est juste comment est-ce qu'on va faire. Et la façon de le faire, c'est d'introduire un coefficient, qui est le coefficient de compressibilité isotherme. Alors, le coefficient de compressibilité isentropique, c'est celui qu'on utilise pour les ondes sonores. Donc dans l'étude des ondes sonores, parce que la transformation de l'air, ou peu importe du milieu dans lequel elle se propage, est une transformation isentropique, sauf qu'ici, bon bah c'est pas le cas, on va considérer celui qui est isotherme, ça fait pas une grande différence, hein. Et donc là pour la question 1, voilà, on va considérer du coup xi de t, qui va être égal à moins 1 sur v, dv sur dp, une expression pardon, qui est équivalente, qui veut dire que c'est égal à 1 sur ρ fois dρ sur dp. Donc ça, bon, ça vient tout simplement du fait que la masse volumique c'est proportionnel à l'inverse du volume, donc en fait en réinjectant on tombe là-dessus. Et donc ce truc-là, enfin là je vais le prendre en ρ plutôt qu'en v, parce que notre équation d'état, elle dépend de ρ, et ça va être du coup plus simple à calculer. Bon, les deux sont possibles évidemment. Et donc voilà, on va comparer les deux. Donc dans le cas d'une étoile à neutrons, qu'est-ce qu'on va avoir comme coefficient? On va calculer xi de t. Donc on va avoir P égale 1,5 de K fois ρ carré. Du coup on en déduit l'expression de ρ en fonction de P, qui vaut racine de 2P sur K. Du coup pour xi de T, on obtient tout simplement racine de K sur 2P, pardon, fois racine de 2 sur K, et donc la dérivée de la racine, 1 sur 2 racine de P. Ok, on va avoir des constantes qui simplifient, ici, et du coup en fait là les P se mettent ensemble, et en fait on obtient 1 sur 2P. Ok, donc c'est une première expression. Maintenant, on peut calculer celui pour un gaz parfait. Donc ici, on écrit la relation du gaz parfait avec la masse volumique. Donc ça va être simplement ρ fois RT sur M, avec L la masse molaire du gaz considéré. Et du coup, on obtient xi de T, tout simplement qui vaut 1 sur P. Puisqu'on a une relation linéaire entre les deux, les coefficients simplifiés, on obtient 1 sur P. Ok, du coup, on en déduit que xi de T pour une étoile à neutrons est plus petit que xi de t pour un gaz parfait. Et du coup, ça va pouvoir nous permettre de comparer la compressibilité des deux, parce qu'en fait, le coefficient de compressibilité, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ça nous dit qu'en fait, quand je fais varier la pression, à quel point va varier mon volume. Ici, ce que ça nous dit, c'est que du coup, quand je fais varier ma pression, le volume de l'étoile à neutrons va moins varier que celui du gaz parfait, donc il va être tout simplement plus difficile à comprimer. C'est la conclusion, ça va être plus difficile à comprimer qu'un gaz parfait. Ok. Alors ça maintenant, quelles sont les origines physiques de ça en fait? Donc ça pour le coup, on peut pas le deviner, hein, je me suis renseigné un petit peu à côté, donc c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai regardé sur Wikipédia, hein, tout simplement. Et en gros, alors en fait une étoile, en gros, ça pour le coup, c'est pas mal de le savoir. Donc en fait, dans le cas d'un gaz parfait, en fait on va avoir une compétition en fait entre une forme d'ordre et une forme de désordre. En fait on va avoir d'une part les forces de pression, donc dues à l'agitation thermique du gaz, qui vont avoir tendance en fait à pousser vers l'extérieur. Donc ça c'est la forme de désordre qu'on a, en fait c'est l'énergie cinétique de toutes les particules qui sont en mouvement, contre l'énergie potentielle de pesanteur, qui est ce qui va représenter l'ordre dans cette histoire, qui tend en fait à confiner l'étoile, qui tend tout simplement à confiner l'étoile. Donc en fait on a une compétition entre les deux, de la même manière qu'en fait dans l'atmosphère isotherme, hein, ce qu'on a c'est qu'on a la force de, enfin on a la pesanteur qui tend à ramener les particules d'air vers le bas, tandis que l'énergie cinétique d'agitation, etc. tend à ramener le truc vers le haut, on a un gradient de pression qui monte, et du coup c'est la compétition entre les deux.
qui va... pardon, enfin le gradient de pression est vers le bas, mais vous voyez ce que je veux dire, on a une compétition entre les deux. Et donc en fait, ici, on a exactement le même phénomène, sauf qu'en fait, il vient s'ajouter quelque chose dans le cas de l'étoile à neutrons. Il vient s'ajouter en fait le fait qu'on a de la matière dégénérée dans une étoile à neutrons. Et ce qu'on appelle matière dégénérée, c'est une matière telle qu'en fait, quand la densité est suffisamment... Enfin, c'est une matière qui a une densité suffisamment élevée pour qu'en fait le principe de Pauli intervienne à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'en fait, comme la densité est extrêmement élevée, en fait, on va avoir des particules qui vont être très très proches les unes des autres, et du coup, certaines orbitales vont se recouvrir, en fait, entre atomes voisins, et du coup, ça va conduire, en fait, comme les électrons sont des fermions, ils respectent le principe d'exclusion de Pauli, et en fait, les orbitales vont se recouvrir, ils vont du coup avoir tendance à s'expulser, en fait, hein, à s'éloigner, donc en fait, il va y avoir une force supplémentaire, en fait, plutôt que simplement l'agitation thermique dans le cas du gaz parfait, qui va en fait induire une pression supplémentaire, et c'est pour ça qu'en fait, comme on l'a vu, en fait, P il scale en fait avec ρ carré et pas simplement ρ, c'est un truc qui est un peu plus méchant que simplement un gaz parfait, et du coup, ça rend le truc plus difficile à comprimer. Bon voilà, c'était une petite digression, mais on revient sur l'exercice, et en fait on arrive sur la question 2, du coup, qui est de déterminer le profil de pression à l'intérieur de l'étoile, et finalement d'en déduire son rayon. Donc c'est surtout ça en fait la question principale de l'exercice, qui va du coup reposer sur plusieurs raisonnements qui sont assez classiques. C'est pour ça que j'ai choisi cet exercice en fait surtout. C'est parce que c'est des raisonnements qui sont pas très compliqués en fait, et qui sont importants en fait à savoir refaire. Mais avec quand même 2-3 astuces qui sont pas complètement évidentes. Alors normalement le jour d'un oral sera peut-être guidé, mais du coup ici on va essayer de... Enfin je vais vous les donner, et on va essayer de résoudre le truc ensemble. Ok, donc pour la question 2, il s'agit de déterminer le profil de pression. Alors, comme l'étoile est à symétrie sphérique, c'est ce qu'on a supposé. Ça c'est mon étoile. Très jolie étoile. On va voir en fait le profil de pression qui va dépendre que de R. Donc ça paraît logique, hein, on se place en système de coordonnées sphérique, on a invariance par θ et phi, donc en fait la pression va dépendre que du rayon, enfin que du rayon, je veux dire, que de la distance au centre de l'étoile. Ok, et du coup, pour déterminer le profil de pression, en fait, il n'y a qu'une chose à faire, hein, il faut utiliser la relation fondamentale de la statique des fluides, c'est-à-dire que le gradient de pression est égal à ρ fois g. Ok, donc c'est ça qu'on va exploiter. Et ici, du coup, grade de P, comme on a P qui dépend que de R, ça va simplement être dP sur dr fois le vecteur R. Et ici, en fait, il faut calculer d'abord le champ de gravité. En fait. Le champ gravitationnel, a priori, on ne connaît pas, mais en fait, il n'est pas très compliqué à calculer. Donc, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est G? Et pour calculer G, on va simplement appliquer le théorème de Gauss gravitationnel qui nous dit que du coup, le flux de G à travers une surface fermée sigma, c'est égal à moins 4πg, où G c'est la constante de gravitation universelle, fois la masse à l'intérieur de cette sphère. Donc ici, pour sigma, je vais prendre tout simplement... Donc là, j'ai mon étoile de rayon R. Je vais prendre pour sigma, une sphère centrée sur 0 de rayon petit r, quelconque a priori. Et la masse à l'intérieur, du coup, ça va être la masse à l'intérieur de cette petite sphère là de rayon R. Ok. Donc maintenant, on raisonne exactement pareil qu'en électrostatique. Il va falloir analyser d'abord les symétries, puis les invariances, enfin, dans l'ordre qu'on veut, les symétries et les invariances du problème, pour en déduire la forme de G, et puis simplifier cette intégrale au maximum. Donc, sans trop détailler, en gros, les arguments, ça va être les suivants. A priori, G, il a une composante selon ER, selon Eθ et selon Eφ, et chacune des composantes selon ces trois vecteurs va dépendre a priori de R, θ et de Φ. Bon, les invariances du problème nous disent, donc les invariances, ça va être qu'on a invariance par rotation de θ et selon Φ. Du coup, toutes les composantes vont dépendre seulement de R. Ok, ça c'est la première chose. Et maintenant, les symétries du problème, c'est les suivantes, c'est que si on prend un point quelconque dans ma sphère, et en fait, tout plan qui contient ce point-là et le centre de la sphère va être plan de symétrie pour la distribution de masse. Or, la distribution de masse est source de de G, je veux dire. La distribution de masse est source de G. Et comme G est un vrai vecteur, à la manière du champ électrique, et par principe de Curie, on en déduit que G doit appartenir en fait à tous ces plans-là. Or, tous les plans qui contiennent ça et ça, en fait, c'est tout simplement ce plan-là, mais aussi tous ceux qui tournent en fait autour de cet axe-là. Et tous ces plans-là, en fait, comme G doit appartenir à tous ces plans-là, en fait, il est simplement radial. Donc en fait, G, il va être de la forme suivante, G de R selon ER. Donc, je redétaille un coup. Θ et Φ, ça nous permet de dégager les dépendances en θ et Φ à l'intérieur des composantes, et les symétries nous permettent de dégager les composantes selon... Enfin, nous permettent de dire que les composantes selon Eθ et Eφ sont carrément nulles, et du coup que notre vecteur est simplement radial. Ok, bon ça c'est la même chose qu'en électrostatique. Du coup, l'intégration ici devient triviale, on obtient simplement qu'on a 4π R2 fois G de R qui vaut moins 4π G fois la masse à l'intérieur. Les 4π se simplifient, et finalement on obtient G de R. Ok, donc il vaut moins G M1 sur R2.
Bon, alors maintenant on peut se poser la question, le seul truc qui nous manque du coup, c'est quoi l'expression de M1? Alors comme la masse volumique elle n'est pas uniforme, là, attention, il faut surtout pas dire, j'écris ce qu'il faut surtout pas faire, hein. C'est différent, attention, de 4 tiers de pi r cube fois ρ. Ça n'aurait pas de sens, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, enfin je veux dire, la masse volumique ici, en fait, elle n'est pas uniforme. Donc en fait, ça va pas être tout simplement la masse volumique fois le volume total de la sphère, parce qu'en fait, justement, elle varie selon là où se place. Du coup, ça, c'est un truc à ne surtout pas écrire. Ce qu'il faut écrire plutôt, c'est intégrer. Donc en fait, on va découper notre sphère. Donc là, bon, encore une fois, je détaille, hein, c'est des raisonnements qui sont très classiques, mais je préfère que ce soit bien clair. Notre sphère de rayon R, en fait, on va prendre des petits volumes qui sont des coquilles d'œufs. Alors normalement, vous savez, il faudrait prendre des petits volumes comme ça. Ok. Sauf qu'ici, comme encore une fois, on a invariance par rotation autour de θ et de phi, les intégrations sur θ et sur phi vont être triviales. Du coup, on peut prendre des coquilles d'œufs, du coup, qui rassemblent tout de suite les intégrales selon θ et phi, et du coup, on va les prendre d'épaisseur dr. Et au sein de ces coquilles d'œufs-là, on peut considérer que la masse volumique est uniforme, parce qu'elles sont toutes petites, donc ça paraît... c'est l'hypothèse qu'on fait dans les raisonnements infinitésimaux, c'est que la masse volumique va être uniforme au sein de ces petits trucs. Donc la masse dm qu'on a à l'intérieur de cette petite coquille, ça va être 4pi r2 dr, donc le volume de la coquille fois ρ de r. Ok. Et du coup, alors je vais plutôt noter, enfin je devrais plutôt le noter r', parce qu'après je vais intégrer jusqu'à r, parce que m1 c'est la masse à l'intérieur d'une sphère de rayon petit r. Donc voilà, on prend r' ici, ok. Et finalement, du coup, on obtient que m1 vaut l'intégrale des dm, donc l'intégrale de 0 à r, 4pi r' carré dr', ρ de r'. Ok. Donc, maintenant qu'on a M1, bah en fait, il ne manque plus rien, hein. On reporte tout dans l'équation fondamentale de la statique des fluides, et du coup, en projetant le vecteur ER, on obtient que dp sur dr, il vaut ρ fois g, et du coup, g, ça va être, on va avoir moins ici, g sur R2 fois M1, et M1, il vaut ça. Du coup, je vais l'appeler U, c'est quand même plus sympa que R', ça importe pas, hein, mais voilà. Ok, et du coup, on obtient cette équation-là, comme, or, on a P qui vaut 1,5 de K fois ρ carré, donc on combine les deux, et du coup, en fait, on va obtenir qu'on a K fois ρ dρ sur dr, qui vaut moins ρ g sur R2 fois cette intégrale. On simplifie les ρ, on est content. Et maintenant, en fait, on constate que cette équation-là, elle est franchement dégueulasse. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équation qui est interro-différentielle, on a une dérivée ici, bon les ρ sont simplifiés heureusement, mais ici on a une intégrale, donc c'est vraiment carrément moche, et des intégrations, enfin des équations avec des intégrales, on sait pas trop les résoudre. Donc en fait on va vouloir se ramener à quelque chose qu'on connaît, et ce qu'on connaît, bah, c'est tout simplement une équation différentielle, donc on va dériver pour dégager cette intégrale-là. Donc d'abord je vais passer le R2 de l'autre côté, ce sera quand même plus gentil, donc je passe le R2 de l'autre côté, et puis je dérive. Ça me donne qu'on a K fois d sur dr, de R2 dρ sur dr, qui égale à moins g, fois du coup ce truc-là, 4pi r2 ρ de r. Ok, et maintenant en fait on a tout simplement trouvé une équation différentielle sur ρ, je vais la réorganiser un tout petit peu, je vais diviser par r2 et diviser par k, du coup j'obtiens 1 sur r2 fois ce truc, qui est égal à moins 4pi g sur k fois ρ de r. Ok, bon là on est content, on a déjà une équation un peu plus propre. Bon alors ce truc-là, on peut quand même reconnaître un truc. On peut reconnaître qu'en fait ici, on a le Laplacien sphérique de ρ. Donc en fait ici c'est seulement évidemment la composante radiale qui compte, hein, θ et phi, et ils sont pas pertinents dans le problème, c'est des variables qui sont pas pertinentes. Du coup en fait ici on connaît l'expression du Laplacien de ρ en coordonnées sphériques, et du coup ça c'est le genre d'équation classique qu'en fait on a à résoudre, notamment dans le cadre de l'exercice classique. Donc là, petite analogie, si vous connaissez l'exercice, sinon vous pouvez le faire, peut-être que je le traiterai bientôt en vidéo, c'est l'exercice de la sphère puissante, qui est un peu le b.a.-ba entre guillemets des exercices, enfin disons plutôt un exercice classique qu'il y a sur les ondes sonores en coordonnées sphériques, enfin les ondes sonores sphériques, et en fait cette équation-là, pour la résoudre, parce qu'a priori c'est pas du tout évident, en fait quand on développe le Laplacien, on a tout ce truc-là, et bon, on se merdier, on sait pas trop quoi en faire, et ben en gros l'astuce c'est de poser une nouvelle fonction h de r, qui va être liée à ρ, telle que, en fait on a h de r, qui vaut r fois ρ de r. Voilà. Ça c'est une astuce, je note, si jamais vous l'avez jamais vu, c'est un truc qui est bien à connaître, parce que honnêtement ça se devine pas, c'est pour ça que c'est pas mal de le connaître, et en fait bon, souvent on le retient une fois qu'on l'a vu dans Sphère Pulsante, mais en gros voilà, faut poser cette fonction là, et ce truc là va énormément simplifier les problèmes. En fait il faut juste le injecter dans l'expression, et vous verrez en développant les calculs, je vais pas le faire parce que c'est un petit peu chiant pour rien en fait, hein, c'est juste développer
développer des dérivés, etc. En fait, vous voyez qu'au final, en fait, on a tous les termes qui simplifient, et on obtient une équation hyper simple sur h, qui est l'équation d'un oscillateur harmonique. En fait, on a les dérivées secondes de h par rapport à r. Donc, depuis tout à l'heure, je mets des dérivées partielles, mais évidemment, c'est des dérivées droites, hein, parce que ça dépend que de r, qui vaut moins 4pi g sur k fois h de r. Voilà, bon ça c'est un peu l'astuce magique. Donc qui est importante à retenir dans cet exercice, parce qu'en plus elle sert, par exemple, comme je l'ai dit, dans l'équation, dans l'exercice de la sphère pulsante, et ça nous permet de ramener un oscillateur harmonique. Et là en fait on est hyper content. Donc là maintenant en fait on est un peu sur des rails, on va poser une longueur caractéristique, c'est toujours bien de le faire, ça permet d'éviter de se traîner tous ces trucs un peu dégueux. Donc on pose une longueur caractéristique delta qui est égale à racine de k sur 4πg, qui est du coup 1 sur ce truc au racine 2, et on obtient finalement du coup que h de r, c'est une solution en cosine, donc cos r sur delta, plus b fois sinus r sur delta. Ok, et du coup maintenant on va déterminer les constantes a et b par les conditions limites. Et pour ça, pareil, un truc qui est pas complètement évident, c'est qu'en fait, a priori, les conditions limites, en fait, on n'en a pas des tonnes. Hein. En fait, on connaît pas la pression au cœur de l'étoile, ni rien. Donc on n'a pas d'informations ici, on connaît pas le rayon, du coup on n'a pas non plus d'informations au bord. Et en fait, l'astuce qu'on va utiliser, enfin, c'est pas vraiment une astuce, mais c'est un truc quand même, je me souviens qu'au début, j'avais galéré à le voir quand j'avais fait ça en SP, mais en gros, voilà, comme ici, en fait, on raisonne sur H et qu'on raisonne pas sur ρ, en fait, on a un facteur R qui est ici devant, là. Et donc en fait, on va utiliser la condition limite suivante, c'est qu'en fait, H de 0 est égal à 0. Parce qu'en fait, on a du coup un facteur R qui est nul, et comme ρ, il va pas tendre vers l'infini au centre de l'étoile, hein, ça aurait pas de sens, on n'a pas de singularité ou quoi, et en fait, on a tout simplement h de 0 qui est égal à 0, et du coup, en fait, on en déduit tout simplement que le coefficient A, il vaut 0. Et du coup, on a obtenu l'expression de h à un coefficient près. Du coup, on obtient finalement que h de R, il vaut B sinus de R sur delta. Donc on peut pas faire mieux que ça, c'est-à-dire qu'on pourra pas trouver la constante B parce que justement on n'a pas d'informations sur la pression au centre de l'étoile. Si jamais on nous l'a donnée, ce serait simple de la calculer. Et bon là on va être obligé de donner une constante près. Et du coup on obtient ρ, puisque je rappelle que du coup on avait défini H comme étant R fois ρ. Du coup on obtient ρ de R qui vaut B fois sinus R sur delta sur R. Et sauf que c'était pas exactement ça la réponse à la question, donc ce qu'on attendait c'était P. Et comme P il vaut 1,5 de K fois ρ carré, et en fait on va obtenir finalement du coup la pression au cœur de l'étoile fois delta carré. Alors je vais expliquer ça dans un instant. Donc là tout simplement c'est que je mets au carré le tout, et la constante devant, j'ai introduit du coup plutôt que juste mettre une constante C par exemple, j'ai introduit la pression au cœur de l'étoile que je note PC, et je mets un facteur delta au carré devant pour que le tout soit homogène, parce qu'en fait on voit que du coup PC ça doit être la pression quand R égale 0, et quand R tend vers 0, quand on fait le DL ici, ce truc là tend vers 1 sur delta carré, du coup 1 sur delta carré ça simplifie, et il nous reste bien PC. Donc voilà, c'est juste une histoire de constante, mais bref, peu importe. Du coup en fait on obtient finalement le profil de pression, qui est finalement un truc en fait qui a une gueule de sinus cardinal au carré. Donc en se souvenant du cours d'optique, on sait que c'est à cette allure là. Hop. C'est un machin qui décroît comme ça, qui est pseudo-périodique, avec une longueur caractéristique ici delta, et une pression ici PC, qui est la pression au cœur de l'étoile. Voilà, et donc c'est ça l'allure de la pression à l'intérieur de notre étoile à neutrons. Et au final, on peut en déduire le rayon de l'étoile assez simplement, en utilisant, donc pour conclure l'exercice, on a la condition qu'en fait le rayon vérifie la chose suivante. Il vérifie que ρ en grand R, donc R le rayon de l'étoile, est égal à 0, tout simplement parce que c'est la limite de l'étoile, donc en fait au-delà on n'a pas de matière. Et comme on a l'expression de ρ, on obtient finalement qu'en gros on a sinus de grand R sur delta qui est égal à 0, donc R sur delta vaut pi, il vaut pas 0 hein, parce qu'on obtiendrait un rayon nul, ça n'aurait pas de sens. Et du coup finalement on a R qui vaut pi fois delta, et l'expression de delta, je l'ai plus du tout en tête, ah ouais ok je le vois là, ça nous donne du coup pi fois K sur 4G, voilà, et ça nous permet de conclure sur le rayon de l'étoile. Ok, voilà, du coup ça conclut l'exercice. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des erreurs ou quoi, ou des petits trucs que je pourrais corriger, et si vous avez trouvé l'exercice intéressant. Et voilà, à une prochaine fois. Merci beaucoup.